Mesdames et messieurs, je remercie Monsieur le recteur et son équipe de cette invitation qui m'honore. En même temps, avec le discours qu'on vient d'entendre, le cahier des charges est un peu lourd pour moi. J'espère contribuer en effet à éclairer les discussions. Je circule pas mal dans les académies en France et je vois que la question des valeurs de la République suscite beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup de discussions. Et je crois que dans ce domaine, il ne faut pas craindre de mettre à plat les éventuels désaccords et les éventuelles dissonances. Au demeurant, puisque Monsieur l'inspecteur a évoqué le rapport sur la morale à l'école pour un enseignement laïque de la morale, eh bien, ce rapport était déjà très centré sur les valeurs, finalement. Il était déjà très centré sur une nécessaire pédagogie des valeurs. Le mot de pédagogie des valeurs n'est pas dans le rapport. J'ai forgé l'expression il y a peu parce que dans le cadre qui est le nôtre depuis effectivement la grande mobilisation pour les valeurs de la République, eh bien ça me semble de bon aloi de réfléchir en termes de pédagogie des valeurs et pas seulement en termes de pédagogie de la laïcité. Comme vous le savez, si vous avez déjà reçu ici Abdenour Bidar ou peut-être Claude Bisson-Vèvre vous en a-t-il parlé, en effet, la pédagogie de la laïcité est à l'ordre du jour, mais je crois que cette pédagogie de la laïcité doit s'inscrire plus largement dans une pédagogie des valeurs, car la laïcité fait bien partie des valeurs de la République, ces valeurs elles-mêmes ne se limitant pas à la devise républicaine, mais devant s'étendre au socle des valeurs constitutionnelles de la République française qui comprennent aussi la dignité, la solidarité, l'esprit de justice, le refus et l'absence de discrimination, la tolérance. Donc je crois qu'il est tout à fait indispensable, de la même manière que Monsieur le recteur a évoqué le principe d'une laïcité inclusive, et je m'inscris totalement dans ces vues, et vous remarquerez que dans mon propos, bien des éléments entreront en résonance avec ce qu'il vous a dit, de la même manière que je crois qu'il faut soutenir le principe d'une laïcité inclusive, il faut aussi soutenir le principe d'une république inclusive, d'une république notamment dont les valeurs sont bien des valeurs étendues à toutes les valeurs constitutionnelles, qui sont aussi des valeurs démocratiques et humaines, qui fondent les droits humains, qui fondent les droits fondamentaux, qui sont aussi ceux que l'on retrouve dans les grands textes européens, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est un cadre qui nous oblige. Ceci posé, je vais quand même commencer par, je n'ai pas l'intention de parler très longtemps, mais poser le cadre de ce que j'appelle le sens et les enjeux de la laïcité et de la neutralité scolaire aujourd'hui, en insistant, et il n'y a pas là de contradiction avec ce que je viens de dire, sur tout de même la place singulière de la laïcité, non seulement à l'école, mais dans notre conception du vivre ensemble en France. La laïcité comme principe et comme valeur constitutionnelle occupe en effet une place singulière. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du contrat social, à cause du choix que nous avons fait au XIXe siècle en France de découpler la citoyenneté et l'appartenance confessionnelle. Ce découplage s'est d'abord opéré à l'école et par l'école, à l'école primaire, avec la séparation de l'Église et de l'école. Donc à partir de 1882, séparation de l'Église et de l'école qui a précédé de plus de 20 ans la séparation des Églises et de l'État. Donc c'est le choix qui a été fait en France. Une deuxième raison, la laïcité fait partie du contrat qui lie le fonctionnaire aux usagers du service public, des services publics, et cela renvoie à l'obligation de neutralité qui est l'indissociable principe, le principe indissociable de celui de laïcité. Et enfin, la laïcité fait partie du contrat scolaire, du contrat éducatif et pédagogique qui lie l'enseignant aux élèves et réciproquement. Alors, je renvoie là bien sûr à la loi du 15 mars 2004
interdisant le port de signes religieux ostensibles dans les premiers et seconds degrés de l'école, mais pas seulement. Ce contrat éducatif et scolaire touche l'engagement des enseignants d'enseigner de manière laïque des contenus qui sont eux-mêmes laïques. Donc la laïcité est bien au plan de l'État et au plan constitutionnel, la laïcité est garante de la liberté de conscience. Comment est-ce que cette liberté de conscience se retraduit-elle dans le cadre scolaire? Eh bien, dans le cadre scolaire, la laïcité est un cadre protecteur, comme cela a été dit par Monsieur le recteur, un cadre protecteur qui vise à protéger des autres et d'elle-même, j'insiste, des personnes en construction. C'est parce que l'école est un lieu d'éducation où l'on éduque des mineurs, des personnes vulnérables qu'il faut protéger, que la laïcité prend toute sa mesure. Elle protège les élèves de toute visée de propagande ou de prosélytisme, qui serait celle des adultes ou celle des autres élèves. Elle protège aussi les élèves de toute visée d'endoctrinement, c'est-à-dire qu'elle garantit le caractère laïque des enseignements. La dimension laïque des enseignements se fonde principalement sur leur dimension rationnelle et scientifique. Les savoirs scolaires sont en effet, pour la plupart, issus des savoirs savants, même s'ils sont retraduits en vue de leur transmission qui tient compte des contraintes scolaires et de l'âge des élèves, bien entendu. Elle protège aussi les élèves, la laïcité, en neutralisant l'espace scolaire et en respectant ainsi non seulement leurs croyances personnelles et celles de leur famille, mais aussi leur vulnérabilité. L'enfance, l'adolescence sont des périodes vulnérables de l'existence humaine. L'enfant, l'adolescent sont particulièrement exposés aux influences de toute nature. Il importe, en ce sens, avant tout, dans l'espace scolaire, que les élèves soient soustraits à ces influences. C'est en ce sens l'école elle-même, la salle de classe, qui sont des lieux protecteurs. Ce qui requiert aussitôt de préciser 2 points. Le premier, avec l'objectif de faire partager les valeurs de la République, l'objectif de l'école n'est pas d'influencer les élèves, ni de les endoctriner. Il n'est pas non plus de lutter contre leurs croyances. L'école repose bien sur la distinction, sur le principe d'une distinction entre des savoirs qui sont validés par une communauté scientifique à un moment ou à un autre, et des croyances personnelles qui ne le sont pas. Mais ce principe n'autorise pas à porter de jugement sur les croyances des élèves et de leurs familles. Deuxième point, si l'on peut se prévaloir de la laïcité pour avancer cela, c'est parce que la laïcité elle-même n'est pas une opinion parmi d'autres, elle n'est pas non plus une doctrine parmi d'autres, ni un dogme parmi d'autres. Le danger qui guette l'école aujourd'hui tient sans doute en ce que les élèves pourraient penser que la laïcité est une conviction concurrente d'autres convictions. Face à ce danger, il convient de répéter inlassablement que la laïcité comprise comme garante de la liberté de conscience se situe en surplomb des différentes options morales, religieuses et spirituelles dont elle garantit le droit d'expression et de manifestation dans les limites de l'ordre public. C'est là, à mon sens, la grandeur de la laïcité française, ce qui la distingue d'un régime de simple tolérance ou d'un régime de liberté religieuse, c'est sa grandeur, mais c'est aussi sa difficulté. Je crois qu'il ne faut pas s'en cacher. S'agissant de la neutralité, maintenant, il faut savoir que ce principe a toujours été associé à l'école et au sein de l'école au principe de laïcité, même avant 1905, au moment de l'institution de la laïcité scolaire dans l'enseignement primaire, 20 ans auparavant, institution de la laïcité dans l'enseignement primaire qui s'est déroulée pendant
toute la période, la fin de la période concordataire, c'est-à-dire les 20 années qui ont précédé la loi de 1905. Il faut savoir aussi que la neutralité a une histoire. La neutralité a subi des fluctuations dans l'histoire avant qu'elle ne soit une projection de la neutralité de l'État, ce qui est le cas aujourd'hui. Elle a revêtu un sens qui a été en discussion à l'école. Ainsi, à partir de 1882, dès que les programmes de l'école primaire se laïcisent avec l'introduction de l'instruction morale et civique, eh bien, la neutralité est introduite à l'école, mais uniquement comme neutralité confessionnelle. Les discours de Jules Ferry au moment de l'introduction de ce principe de l'école sont très clairs et très frappants sur le fait que la neutralité de l'école n'est que confessionnelle, elle n'est ni philosophique ni politique. Évidemment, elle ne peut pas être politique puisqu'il s'agit d'éduquer le citoyen dans l'amour de la République et dans l'amour des valeurs de la République. Elle n'est que confessionnelle, et il faut entendre ici confessionnelle au sens très précis du terme. Il s'agit d'évincer de l'école toute confession et tout privilège conféré à une confession parmi d'autres. Cette neutralité n'est pas religieuse, puisque, comme vous le savez ou comme vous ne le savez peut-être pas, eh bien, les premiers programmes de l'éducation morale laïque à l'école primaire prévoient des devoirs envers Dieu, à côté des devoirs envers soi-même et des devoirs envers les autres. Aujourd'hui, alors, après cette période où la neutralité s'identifie à la neutralité confessionnelle, autour de 1905, il y a des débats très importants qui agitent l'école, notamment issus d'enseignants acquis au socialisme, qui cherchent à faire évoluer la conception de la neutralité de l'école, et notamment à lui substituer le principe de l'impartialité, mais ce principe d'impartialité ne s'est jamais imposé à l'école. Dans le cadre de cette histoire de la neutralité scolaire, je citerai quand même deux circulaires très importantes de Jean Zay. La première, le 31 décembre 1936, et la deuxième, datée du 15 avril 1937, qui sont des circulaires sur la neutralité de l'école et qui sont très intéressantes parce que, pour la première fois dans l'histoire de l'école, eh bien, il s'agit de circulaires qui portent sur l'obligation de neutralité des élèves dans le cadre d'élèves de lycée propagandistes faisant campagne politique et faisant acte de propagande politique au sein des lycées. Et les deux circulaires se complètent. L'une porte très précisément sur l'interdiction de la propagande politique des élèves et l'autre très précisément et en complément sur l'interdiction de la propagande confessionnelle. Alors j'en viens au temps présent. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de la neutralité ? Aujourd'hui, la neutralité s'identifie, me semble-t-il, le plus souvent à l'abstention, c'est-à-dire le fait pour les enseignants de ne manifester ni ses opinions politiques, ni ses convictions religieuses ou irréligieuses. La difficulté, me semble-t-il, c'est qu'au nom de la neutralité, les enseignants non seulement ont tendance à se censurer quant à ce qu'ils peuvent dire ou faire, mais encore, et peut-être surtout, les enseignants sont mal armés pour apprécier les limites. Les limites qui s'expriment à travers la question que posait déjà Jules Ferry dans la lettre aux instituteurs du 17 novembre 1883, une lettre, je le rappelle, qui porte sur l'enseignement laïque de la morale. Cette question est celle-ci: jusqu'où peuvent-ils aller sans heurter la conscience des élèves et de leurs familles? Cette question est bien évidemment toujours d'actualité, et le projet de l'enseignement moral et civique à l'école réactualise encore cette question. Donc dès qu'il s'agit en effet... alors évidemment, il faudrait ajouter que à cette question, il n'y a pas de réponse que l'on peut énoncer comme ça une fois pour toutes. La question des frontières, à mon sens, participe de l'éthique laïque enseignante. Ces frontières ne sont jamais tracées une fois pour toutes, elles procèdent d'un équilibre qui est sans cesse à remettre en chantier par les enseignants.
et c'est là ce que l'on peut considérer avec Claude Nicollet, notamment l'historien qui a fort bien écrit sur cette éthique laïque et sur le principe de la laïcité intérieure, c'est ce qu'on peut considérer comme au principe même de l'éthique laïque enseignante. Donc, dès qu'il s'agit d'enseignement moral et civique, l'obligation de neutralité peut être mise à mal, alors en effet qu'on demande aux enseignants de faire vivre les valeurs de la République, et on le demande à raison, puisque c'est inscrit dans la loi, alors qu'on leur demande de les incarner, il peut paraître difficile de concilier cet objectif avec l'obligation de neutralité. Donc on ne peut sortir de ce dilemme qu'avec une solide formation dans le domaine de l'éthique, prenant appui à la fois sur des études de cas et sur des éléments théoriques, permettant aux enseignants de se construire une identité laïque forte et non pas une identité laïque faible, celle-ci étant une identité, à mes yeux, retranchée sur l'abstention. Pour illustrer ce point, je m'appuierai volontiers sur l'article 12 de la Charte de la laïcité à l'école, qui stipule, je cite, « Les enseignements sont laïques afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. » Fin de citation. La diversité des visions du monde comprend les visions scientifiques, philosophiques, religieuses, artistiques. Cette diversité des visions du monde ne nous engage pas dans un relativisme, mais dans un effort d'objectivité et d'ouverture d'esprit. Et dans ce domaine, c'est plutôt Paul Ricoeur que je convoquerai et ses développements dans la critique et la conviction, le bel article, toujours à lire et à relire, portant sur laïcité et éducation. Donc cela ne nous engage pas dans un relativisme. La diversité des visions du monde renvoie à la diversité des univers de symboles avec lesquels l'être humain comprend le monde et se comprend dans le monde. Ce qui suppose de l'enseignant la capacité à enseigner selon cet objectif. Et ça, c'est un véritable objectif de formation. Donc, quelle est maintenant la place de l'enseignement moral et civique dans cet ensemble? Donc, le projet de programme de l'enseignement moral et civique, qui devrait être publié, dont la version définitive devrait être publiée et rendue publique cette semaine, donc ce projet de programme est en lien avec cet objectif, celui qui figure dans l'article 12 de la Charte de la laïcité. Il pose la laïcité comme cadre, la laïcité comme méthode et la laïcité comme éthique. La laïcité comme cadre figure dans la page des principes où il est dit que l'éducation morale n'est pas du seul fait ni de la seule responsabilité de l'école. Elle commence dans la famille. L'enseignement moral et civique se fait quant à lui dans le cadre laïque qui est celui de la République. Ce cadre impose de la part des personnels de l'éducation nationale une évidente obligation de neutralité, mais celle-ci ne doit pas conduire à une réticence, voire une abstention, dans l'affirmation des valeurs transmises. Les enseignants et les personnels d'éducation sont au contraire tenus de promouvoir ces valeurs dans tous les enseignements et dans toutes les dimensions de la vie scolaire. Ça, c'est le cadre. Et la laïcité de l'école comme cadre suppose en effet la division, la séparation entre l'éducation familiale privée et l'éducation scolaire et le respect de l'éducation familiale privée et de ce qui s'y passe. Deuxième point, la laïcité comme méthode. Donc, il y a une proposition est faite dans ces programmes de considérer la laïcité non seulement comme cadre, mais comme condition de l'exercice du jugement critique et condition de l'exercice d'une pensée affranchie des préjugés et des croyances aveugles. Et j'insiste bien évidemment sur l'adjectif.
Ce qui suppose de comprendre que la laïcité, et là je renvoie à des analyses notamment de Jean-Paul Delahaye, qui s'est fort bien exprimé sur ces questions, ce qui suppose de considérer que la laïcité elle-même n'est pas vide de valeurs, mais qu'elle suppose des valeurs. Je vais ici des valeurs qui ont trait au jugement critique, la liberté de jugement, le refus des dogmes, le droit au doute, le droit à l'erreur, le droit à changer de point de vue, le goût de la démonstration, la recherche de la preuve, l'objectivité, le goût de la recherche de la vérité, le goût de l'interprétation, le respect du point de vue des autres, la tolérance, l'acceptation des désaccords et la volonté de les dépasser. En ce sens, vous voyez bien que la laïcité comme méthode fait signe vers la laïcité comme pierre de touche de l'éthique enseignante, puisque ces valeurs enveloppées par la laïcité supposent, et la mise en acte de la méthode requiert une éthique laïque pensée et assumée comme telle. La laïcité ainsi comprise irrigue les projets de programme par les méthodes qu'il préconise, la discussion à visée philosophique, les dilemmes moraux, le débat réglé ou argumenté, les pratiques coopératives. Il propose une pédagogie des valeurs républicaines et démocratiques, non une inculcation des valeurs, ni seulement un enseignement des valeurs, dont on sait très bien qu'ils sont inutiles, et ils élargissent en même temps la devise républicaine au socle des valeurs constitutionnelles, ainsi que je le disais de manière liminaire. L'objectif est ici que les élèves exercent une autonomie de jugement à l'occasion de situations, d'études de cas, d'histoires, de récits ou d'exemples qui illustrent comment ces valeurs s'incarnent, car bien évidemment, le seul objectif et le véritable objectif est celui que nous cherchons tous à atteindre, est celui de l'appropriation active des valeurs par les élèves. Dans ce cadre, je dirais que le commun qui se fabrique dans la classe se situe d'abord au niveau du partage de la réflexion, du dialogue, de la recherche commune pour dépasser les désaccords ou rechercher un consensus. Faire de la classe un laboratoire de la démocratie n'est pas si éloigné des dispositifs par lesquels, au collège et au lycée, on s'efforce d'amener les élèves dans des procédures démocratiques. Je rappelle ici les objectifs de cet enseignement moral et civique tels qu'ils sont nommés et formulés dans le projet de programme. L'enseignement moral et civique a pour finalité le développement des dispositions morales et civiques permettant aux élèves de devenir progressivement acteurs autonomes et responsables de leur vie personnelle et civique. L'objectif de former la personne et le citoyen fait inévitablement courir le risque de franchir les frontières des croyances personnelles des élèves. Les élèves peuvent être amenés, surtout s'ils sont jeunes, à faire part spontanément de leurs convictions ou des croyances de leur environnement personnel. Ils peuvent aussi être amenés à faire part spontanément de ce qu'ils entendent à la télévision. Bref, toutes les influences que vivent les élèves les façonnent et risquent à un moment ou à un autre de s'exprimer dans la classe et dans l'école. Le pari de ces programmes et le pari de cet enseignement, c'est qu'ils permettront une régulation de ce qui peut surgir comme conflictuel ou comme source de désordre par un travail explicite sur les valeurs partagées par les enseignants, par un travail qui engage la personne de l'élève, par lequel l'élève a la possibilité de parler en son nom propre tout en poursuivant un objectif commun. Je vous remercie.